C'était le 23 décembre. Monsieur Lavalette resta caché à Paris jusqu'au 10 janvier. Une singulière faveur de la fortune lui donna pour asile le toit même sur lequel vivait un de ses ennemis politiques, puissant par son nom, sa position et sa fortune. De la Montserrat qu'il habitait, il entendit crier dans les rues les ordonnances de haute police qui prescrivaient des recherches contre sa personne, les barrières étant fermées, la délivrance des passeports suspendus, des estafettes porteuses de son signalement qui rayon sur toutes les routes. Aux chambres, au cercle des courtisans, ce fut un désespoir parmi ceux qui croyaient tout perdu si l'on ne remettait la main sur M. Lavalette. Paris se réjouissait cependant, tandis que la police, faussement accusée de connivence, brûlait de comprendre les joies publiques de répondre par un exploit digne de son zèle aux doléances des salons dorés et aux reproches retentissants de la tribune. Parmi tous ces dangers, le comte de Lavalette vivait protégé par des inconnus dont l'amitié courageuse l'aidait à supporter les angoisses de sa retraite. Ces journées s'écoulaient entre aimables entretiens et des lectures variées au pistolet doublé, caché sous son chevet, comme un talisman de salaud, a assuré quelques repos à ses nuits. Cette vie dura 15 jours. Enfin, le 9 janvier 1816, à 8 heures du soir, il se rendit à pied avec une amie chez le capitaine Hutchinson et le lendemain, à l'heure un poteau fut dressé à la grève pour son exécution en effigie. Il partit revêtu d'un uniforme anglais avec le général Wilson, franchit les barrières dans une cabriolet de couvert, traversa la France jusqu'au Mont. Pendant ce voyage, M. Lavalette, qui ne savait pas un mot d'anglais, était obligé de tenir un mouchoir sur sa joue, comme il se souffert d'une fluxion pour n'avoir pas à répondre aux nombreux officiers anglais qui reconnaissaient son guide et l'arrêtaient sur la route. Une fois accompli un étant entré dans la salle commune, un commis voyageur lui raconta toute l'histoire de son évasion avec des circonstances ridicules, en répétant à chaque mot « Vous pouvez m'en croire, j'étais à Paris à cette époque. » Une autre fois, tout près de la frontière, un capitaine de gendarmerie demanda les passeports et les emporta. Celui de M. Lavalette était sous le nom du colonel Lossac. Le capitaine revint longtemps après, disant qu'il n'y avait point de colonel de ce nom dans l'armée anglaise. Wilson lui répondit qu'il se moquait, qu'ils avaient été trop bons d'attendre. Et faisant signe aux postillons, ils partiront au galop. Enfin, arrivé au Mont, son généreux guide devait le quitter. Monsieur Lavalette, plein d'une émotion profonde, pressant les mains du général, lui exprimait toute sa reconnaissance. Mais lui, gardant sa gravité, souriait seulement, sans mot dire. Après une demi-heure de silence, il se tourna vers Monsieur Lavalette et lui dit d'un grand sérieux: « Ah ça, mon cher ami, expliquez-moi pourquoi vous ne vouliez pas être guillotiné. » Monsieur Lavalette le regardait surpris, sans lui répondre. « Oui, » ajouta-t-il, « on m'a dit que vous avez demandé comme une faveur d'être fusillé. » Mais c'est que le condamné est conduit dans une charrette, les mains liées derrière les dos, puis on l'attache sur une planche qui l'on glisse sur le couteau. « Ah, je comprends. Vous ne vouliez pas être égorgé comme un veau. » Monsieur Lavalette traversa l'Allemagne et bientôt, après toucha le sort hospitalier de la Bavière, le roi le cueillit avec un grand zèle et le protégea contre le ministère français qui exigeait son extradition.
La duchesse de Saint-Lieu lui offrit sa maison. Le prince Eugène lui prodigua toutes les consolations de l'amitié. En 1822, les lettres de grâce accordées par le roi Louis XVIII lui rouvriront les portes de la France. Monsieur Lavalette semblait pouvoir compter alors sur quelques jours heureux, mais quand il arriva à Paris, au milieu des félicitations qui accueilleront sur une voix resta muette. C'était celle de sa femme. Depuis cette heure décisive où, avec une énergie si étreinte, elle commanda sa fuite et resta comme otage à sa place. Elle ne l'avait point revue. Elle vit reparaître sans émotion et sans larmes. Les reconnaît-elle seulement? L'infortunée, elle avait dépensé toute sa raison pour le sauver. Cette dernière preuve surpassait toutes les autres. Monsieur Lavalette en fut accablé. Votre Majesté m'a rendu des biens que j'estimais plus que la vie, écrivit-il au roi, mais la puissance royale elle-même ne saurait égaler mon infortune par ses bienfaits. Son malheur lui trahissait son devoir. Il renonça au monde où il avait laissé de si brillants souvenirs et de si fidèles amitiés, si long excepté le voyage qu'il fit à Londres en 1826. Pour appuyer l'élection de Wilson, il se voua une solitude complète. Sa vie ne fut plus qu'un long dévouement. Le dirai-je? Il rendit à sa femme, en soin de chaque jour, une pieuse et délicate attention, presque tant qu'il en avait reçu, et quand la mort est venue le frapper, il a pu mourir tranquille, il avait payé sa dette. L'étude fut la seule consolation de sa retraite. Pendant toute sa vie, il avait cultivé les lettres. Avec la passion d'un sage et la conscience d'un savant, au bivouac devant Mayence, à la table du général Bonaparte, dans les salons des Tuileries, il passa toujours pour un homme d'un esprit remarquable, pour les plus agréables des conteurs. Ses malheurs avaient multiplié pour lui les occasions d'études silencieuses et réfléchies, aussi quand il revint d'exil inutile qu'à sa maître, à la suite du mouvement et des progrès de la Nouvelle-France, éloigné de sa patrie, il avait marché comme elle, il avait ses humeurs, sa passion se forte, son espoir confiant dans l'avenir, son ardeur pour toutes les réformes utiles, son détachement de toutes les illusions, une inconcevable jeunesse d'esprit, les passionnés pour nos efforts de gloire et de liberté, aussi tous les âges. L'estimaient, mais il plaisait surtout aux jeunes gens, les jeunes gens millions, à l'entendre tout le passé vivé dans ses souvenirs avec sa vraie physionomie qu'il n'enterrait ni l'enthousiasme ni les regrets d'une si haute fortune, une foule de mots heureux, d'anecdotes piquantes et imprévues, jaillissaient sans effort d'une mémoire riche et facile, son imagination donnait la couleur aux objets, mais la fiction répugnait à son esprit juste et positif. Sa vive causerie, comme un vivre amusant, retenait ses amis et ses côtés bien avant dans la nuit, et trompait le vol léger des heures. La mort est venue interrompre ses doux loisirs. Elle a surpris au milieu de ses livres, de ses travaux commencés, cet homme si bon, si modeste, l'avait encore. Il rêvait d'études et d'amitié. Sous les glaces de l'âge, son esprit avait conservé toute sa force. Son cœur était jeune par l'odeur de ses vertus.